Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année d'IUT Chimie à l'IUT Créteil-Vitry. Donc aujourd'hui nous allons parler des transformateurs monophasés. Vous savez que les transformateurs sont largement utilisés, donc vous les utilisez au quotidien. À titre d'exemple, les transformateurs sont utilisés dans le cadre, par exemple, pour élever ou abaisser les tensions. Je vous donne un exemple concret. Il y a une production d'électricité dans une centrale, par exemple, nucléaire, qui se trouve à 200 km de chez vous. On transporte cette électricité via des câbles, donc avec des fortes tensions. Et une fois arrivé au niveau des villes, donc on utilise un transformateur pour abaisser ces fortes tensions, donc lors du transport, pour éviter les pertes, effectivement. Et ensuite, donc, une fois arrivé au niveau des villes, les transformateurs sont utilisés, comme cette photo-là, pour abaisser ces tensions, pour qu'elles soient, on va dire, utilisables dans une application domestique, hein, pour chez vous, ou dans le cadre d'une usine, soit avec du monophasé ou du triphasé. Donc voici un transformateur tout simple qu'on peut trouver dans différents types d'appareils. Et un autre transformateur que vous avez sûrement vu, vous avez l'habitude d'utiliser, là où vous le mettez dans la prise, par exemple en monophasé, 220 volts, et à la sortie, vous aurez une tension plus faible pour faire fonctionner votre appareil, votre console, votre box, tout ce que vous voulez. Alors, comment fonctionne ce transformateur? Ce transformateur fonctionne selon un principe très simple. Vous avez à votre gauche une bobine qui est appelée le primaire. Donc la partie gauche, c'est le primaire. Cette bobine est alimentée avec un courant donc qui circule à l'intérieur de ces différentes spires. Donc il y a plusieurs enroulements. Chaque enroulement est appelé une spire. Donc N1, ça veut dire nombre de spires de cette partie-là qui est à gauche, qui est le primaire. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça vous donne une idée de le nombre de spires N1. Vous avez le courant I1 qui traverse ces différentes spires, donc le bobinage, et bien sûr on applique une tension U1 au niveau de cette bobine. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette bobine va générer un champ magnétique. Donc il y aura un flux magnétique qui va circuler dans cette armature qui est là. Et bien de l'autre côté, il y avait une deuxième bobine qui était dans la partie droite de votre figure, et nous on va l'appeler le secondaire. Et bien ce flux magnétique, une fois qu'il arrive au niveau de cette deuxième bobine, il va bien sûr la perturber et il va générer en son sein un courant I2 et une tension U2. Donc ce courant et cette tension seront induits par le champ magnétique. Donc vous avez l'inducteur qui est à votre gauche, qui est dans le primaire, et vous avez l'induit qui est à votre droite, qui est dans le secondaire. Et bien sûr, il y a aussi un nombre de spires, N2, que vous pouvez voir ici, dans le secondaire. Donc cette notion de nombre de spires est très importante parce qu'elle nous permettra par la suite de comprendre d'autres choses. Alors, le principe de fonctionnement, le fait de faire passer un courant et une tension dans une bobine génère un champ magnétique, donc une FEM, une force électromotrice. Donc c'est le principe de la loi de Faraday. Alors, je vais aller plus vite et pour dire simplement que nous, on a besoin de cette tension U2 qui est mesurée dans le secondaire et la tension U1 qui est mesurée dans le primaire. Nous avons besoin de ces deux tensions pour avoir une estimation de M. M, c'est le rapport de transformation de votre transformateur. Et on peut aussi l'obtenir en connaissant le nombre de spires dans le secondaire et le nombre de spires dans le primaire. Ici, vous avez un signe moins. Attention, ce signe moins, ce n'est pas une valeur négative. C'est juste pour vous dire que dans le transformateur, on envoie un signal sinusoïdal. Bien sûr, grâce à ce signal sinusoïdal, ça va générer un champ magnétique et dans le primaire qui va par la suite perturber le secondaire. Et en fait, si les tensions, par exemple, celle qui est en bleu, elle prend cette forme-là, et celle qui est en rouge, elle prend cette forme-là,
Et en fait, on regarde que les deux tensions, quand une est au maximum, l'autre elle est au minimum, on peut dire qu'elles sont en opposition de phase. C'est juste une observation avec l'oscilloscope. Mais si les deux tensions, on va dire, sont sur cette forme-là ou ce schéma-là, elles ne sont pas en opposition de phase. Voilà, ce moins-là, ce n'est pas une valeur négative, mais c'est juste pour vous montrer donc si ces tensions sont en opposition de phase ou elles ne sont pas en opposition de phase. Alors, je reviens sur le transformateur. Donc, le transformateur, comme je vous ai dit, il y a un enroulement ici, le primaire, qui est là, et un enroulement ici, le secondaire, qui est à votre droite. Et là, il y a une entrée. Ça veut dire là où on alimente le transformateur. C'est quand vous mettez votre transformateur dans une prise. Donc, il y a une puissance absorbée, ou puissance au primaire, qui égale U1 fois I1 fois cosinus phi1. La même chose au secondaire, une fois que votre transformateur est au niveau de la prise, à la fin, le fil qui sort pour alimenter votre appareil, voici la puissance qui sort au niveau du transformateur, c'est P2 qui égale U2 I2 cosinus phi2. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez trouver les deux symboles, donc il y en a un et ancien, les deux sont présents au niveau de la littérature. Voici une photo toute simple, c'est juste pour schématiser la chose, hein. Vous avez le primaire, regardez, je mets mon transformateur au niveau de la prise, la même chose, donc elle est décalée. Et ensuite, le transformateur, il est là. Vous avez donc une puissance magnétique, génération d'un flux dans le primaire qui va se propager grâce à l'armature qui va aller dans le secondaire, et dans le secondaire, il y aura génération d'une tension et d'un courant U2, I2 dans le secondaire, et hop, le secondaire, on va alimenter notre appareil ou notre machine ou tout ce que vous voulez grâce au transformateur. Alors, je reviens sur cette notion de tout à l'heure que je vous ai exposée de U1 sur U2, etc. Et donc, il faut savoir que M, et si ce M est inférieur à 1, nous avons un transformateur qui est abaisseur de tension. C'est tout à fait logique. Regardez, je reviens sur la partie du cours. Vous avez une production d'électricité dans une centrale nucléaire qui se trouve à 200 km de chez vous. On transporte l'électricité avec des très fortes tensions, donc afin d'éviter ou de minimiser les pertes. Donc on est à 2000 volts, 3000 volts. Et arrivé, on va dire, aux abords des villes, les 2000 volts, 3000 volts vont rentrer dans les transformateurs et vont sortir avec des tensions plus faibles. Donc ce transformateur est un abaisseur de tension. Donc je reviens à la partie courant, hop. Donc un transformateur abaisseur de tension, c'est tout à fait normal. Vous avez U2 divisé par U1 et inférieur de 1. Nous pouvons avoir le contraire. Nous pouvons avoir des transformateurs qui sont élévateurs de tension. Ça veut dire on rentre avec 127 volts par exemple, et à la fin, on a une tension de 220 volts par exemple. Et bien sûr, on peut aussi, dans le facteur M, aussi avoir N, mais aussi I. Donc M égale U2 sur U1, égale aussi I1 sur I2, égale aussi N2 sur N1. Dans le cas d'un transformateur parfait, il faut savoir qu'il n'y a pas de perte. Ça veut dire ici, toutes ces pertes au niveau du primaire, du secondaire, les pertes magnétiques n'existent pas. Donc, dans le cas d'un transformateur parfait, nous avons P1 égale à P2, Q1 égale à Q2, S1 égale à S2 et CF phi1 égale à phi2. Alors, en réalité, c'est plus complexe que ça, les transformateurs ne sont pas tous parfaits, et il y a apparition dans l'équation que je vous ai montrée tout à l'heure, un autre paramètre qui n'est pas égal, M n'est pas égal à U2 sur U1, mais c'est égal à U2 0 sur U1. Alors c'est quoi U2 0?
En fait, c'est une tension spécifique qui est mesurée à vide. Donc, je vais vous donner plus de détails d'ici quelques secondes. Il faut savoir aussi que P1 n'est pas égal à P2, Q1 n'est pas égal à Q2. Par contre, S, les puissances apparentes, S1 est égal à S2 est égal à Sn. Dans le cas d'un transformateur réel, on essaye de mettre un indice n, par exemple, pour dire que c'est un transformateur réel. Alors, Sn égale à I1n, la tension fois la tension U1 ou U1n. Donc, le courant qui circule dans le primaire fois la tension qui circule dans le primaire, vous pouvez les deux, donc à partir de ces deux valeurs ou paramètres, obtenir la valeur de S. C'est la même chose dans le secondaire, c'est le même S, c'est le I de N, mais attention, attention, ce n'est pas le U de N, ce n'est pas la tension dans le secondaire quand votre transformateur est en charge. La notion qui diffère ici par rapport à celle de tout à l'heure, c'est que U de 0, c'est la tension quand votre transformateur n'est pas en charge. Par exemple, vous avez tous l'habitude de laisser traîner votre chargeur de téléphone, là mis dans une prise, et là il pond, hein, donc il attend sa mise en place avec un téléphone. Donc, mais là il faut savoir qu'il y a une petite tension qui est mesurable ici, qui s'appelle la tension à vide, qui est U de 0. Et dans ce cas-là, dans le cas d'un transformateur réel, dans ce calcul, c'est ce U de 0 qui rentre en jeu. Voilà en ce qui concerne cette partie-là. Alors pour le bilan énergétique, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y a le primaire, le secondaire, il y a la partie magnétique. Il faut savoir dans chacune de ces parties, il y a des pertes. Dans le primaire, je peux avoir des pertes joules, PJ1. Dans la partie magnétique ou ferromagnétique, donc j'ai des pertes fer. Et dans le secondaire, j'ai d'autres pertes joules. Et il y a ici, bien sûr, l'entrée qui est le primaire et là la sortie qui est le secondaire. Donc voici une petite illustration des pertes dans le primaire au niveau joule, perte fer et perte dans le secondaire. Et là vous avez le bilan. P1 égale PJ1 plus PJ2, perte joule primaire, perte joule secondaire, plus perte fer, plus P2. Un moyen pour limiter les pertes par hystérésis, donc il faut choisir un matériau ferromagnétique avec un cycle d'hystérésis le plus étroit possible. Ça veut dire donc que quand on l'excite et on arrête l'excitation, c'est que le matériau revient sur la même forme et la même allure, ce qu'on appelle un effet d'hystérésis le plus faible possible. Alors, je reviens à ces puissances-là pour, bien sûr, vous donner la notion de rendement. Je crois que vous l'avez déjà abordé dans d'autres matières. Dans ce cas-là, le rendement, c'est la sortie sur l'entrée. Et en fait, ce qu'on obtient en sortie, c'est une puissance de P2 qui est divisée par la puissance P1. Et si on remplace P1 par ces valeurs, ici c'est une perte joule qui comprenne les deux pertes, dans le primaire et dans le secondaire. Donc voici aussi comment on calcule le rendement. Alors, on arrive à la dernière partie de ce cours-là, qui est dédiée donc à la méthode du calcul de ces pertes-là, premièrement par une méthode directe. Vous avez un transformateur, donc j'ai essayé de laisser une photo avec un téléphone comme ça vous parle peut-être plus qu'une machine. Ici, avant que le transformateur rentre ici au niveau de la prise, donc je vais rajouter un wattmètre. Pourquoi? Ça va me permettre d'estimer la puissance absorbée au niveau de cette prise-là. J'ai un ampèremètre qui me donne le courant qui circule dans le primaire et je mets en place un voltmètre qui me donne la tension appliquée ici. Et ça me permet d'avoir une estimation de l'ensemble, une vue d'ensemble au niveau du primaire. Au niveau du secondaire qui se trouve juste ici, je vais aussi mettre en place un ampèremètre, un voltmètre, et ici, avant que ça arrive au niveau de votre téléphone pour le charger, bien sûr, je mets un wattmètre pour que ça me donne la puissance mesurée ici. Et de manière toute simple, si j'ai P2 et j'ai P1, je peux avoir mon rendement. C'est une méthode, une mesure directe.
Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est que pendant les travaux pratiques, et notamment le TP numéro 4, vous allez faire des manipulations et notamment utiliser une méthode qui s'appelle la méthode des pertes séparées. Ça veut dire, vous allez faire une manipulation à vide. Ça veut dire, vous avez un transformateur et là, il n'est pas relié à votre charge. Mais ici, au niveau du primaire, vous mettez un wattmètre, un ampèremètre et un voltmètre. Et vous aurez un P10. Indice 0 veut dire à vide. I10 à vide. Et U1N ou U10 c'est pareil. Parce que à vide, par exemple, ou en charge, ou ici, c'est par exemple dans votre... si vous utilisez un chargeur de téléphone, chez vous, c'est 220 volts. Soit vous le chargez ou vous ne le chargez pas. Au niveau de la prise, vous prenez du 220. D'accord? Et ici, votre transformateur. Et enfin, vous aurez un courant ici qui va sortir, qui sera nul. Mais vous aurez par contre une tension U20, celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Cette technique vous permet d'estimer cette puissance-là. Et cette puissance-là à vide, elle vous donne une estimation des pertes fer de votre transformateur, qui sont différentes d'un transformateur à un autre. Et voilà comment on peut obtenir les pertes fer. Donc c'est une mesure à vide au niveau de la puissance dans le primaire. Et cette puissance-là dans le primaire à vide, c'est la puissance des, ou plutôt c'est les puissances estimées pour les pertes fer. Il faut continuer bien sûr le montage et ensuite faire un montage en court-circuit. Attention, encore une fois, c'est très dangereux comme manipulation. Le jour de votre travaux pratiques ou des travaux pratiques, il ne faut pas l'utiliser ou la manipuler tout seul, il faut la faire avec votre enseignant. Autre indication, c'est une manipulation qui nécessite au moins un abaissement de la tension d'entrée par 10, au moins par 10. Vous ne pouvez pas, par exemple, si vous avez une alimentation avec 110 volts, laisser 110 volts, il faut au moins descendre diviser par 10 et mettre une tension de 10 volts par exemple, voilà, au maximum 11 volts. Pourquoi? Parce que le courant ici va monter très très vite avec des valeurs très importantes. Pour éviter cela, on abaisse la tension en entrée. Si on ne le fait pas, le courant ici va augmenter, il va chauffer les fils, donc qui vont bien sûr fondre, et il y aura un risque de départ de feu. Alors, l'estimation de cette puissance-là équivaut à la puissance des pertes joules. Enfin, le montage final, vous mettez votre charge et vous mesurez la puissance et vous faites votre mesure. Et enfin, vous aurez P2 égale à P2 divisé par P1, c'est le rendement. Et en fait, P2, c'est simplement égal à P1 moins P10 moins P1 joule que vous avez mesuré tout à l'heure. Ça veut dire en court-circuit. Donc, avec l'ensemble de ces informations, vous aurez votre rendement avec la méthode des pertes séparées. Je termine cette présentation en vous présentant le modèle équivalent de Thevenin au niveau du secondaire de votre transformateur, ou si on vous demande de mesurer ES, RS ou de calculer bien sûr Z, S ou XS, vous pouvez simplement appliquer les formules suivantes. ES c'est E20 fois qui est égal à M fois U1. La même chose pour ZS égale à M fois U1CC. CC veut dire en court-circuit. Divisé par I2 en court-circuit. RS, c'est P1, la puissance mesurée dans le primaire en court-circuit, divisé par le courant mesuré dans le secondaire en court-circuit. Voilà pour cette partie-là du cours. Donc je reste à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions. Bien sûr, on ira plus en détail pendant les travaux dirigés et les travaux pratiques.